Bonjour, c'est comme toujours, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. Une émission qui est toute consacrée aux traditions, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, au patrimoine vivant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de l'artisanat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Vendée. Nous recevons son directeur, Philippe Seguin. Dans ma chambre, il y a un lit, et à côté de Et oui, comme dit la chanson, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre ? Alors moi, quand j'étais petit et que j'entendais les adultes dire qu'ils allaient en réunion à la chambre, je trouvais ça étrange. Encore plus quand ils disaient qu'ils passaient par le cabinet du président. Je connaissais la chambre à coucher, la chambre à air, la chambre froide, la chambre d'hôtel. Mais alors, quid de la chambre paritaire, la chambre des métiers ? À quoi sert une chambre des métiers et de l'artisanat ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Notre invité est incollable sur le sujet. C'est un véritable homme de chambre. Faut dire que depuis qu'il est tout petit, Philippe Seguin a montré beaucoup d'intérêt pour ce lieu. Range ta chambre, file dans ta chambre ne constituait aucunement une punition. Au contraire, il a bien compris que pour siéger à une chambre paritaire, il faut s'y préparer dès sa plus tendre enfance. L'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt. Alors, habitué au cabinet dont il était chef de Chambray-les-Tours, il s'est vite accommodé à la chambre paritaire des métiers et de l'artisanat de Vendée. Oui, Philippe Seguin a vite enfilé le costume de directeur. Une robe de chambre, en quelque sorte. Allez, trêve de plaisanterie. Quelles sont les missions de la Chambre des métiers ? Qui la compose ? Comment fonctionne-t-elle ? Qui sont les artisans ? Comment se porte l'artisanat aujourd'hui sur le territoire vendéen ? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, Philippe Seguin. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Après ce petit portrait fantaisiste. Avant de commencer notre entretien, permettez-moi de vous présenter deux artisans de la chronique qui jouent la sérénade pour flûte traversin, pour musique de chambre. Nos deux chroniqueurs, nos deux Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous jouez la sérénade ? Oui. Alors, au programme et au menu, aujourd'hui, Jean-Pierre Pouvreau du Poucton. Il y a le coin qui est un produit de saison et donc il faut qui est du coin, voilà. Et il faut en profiter parce que la saison est très courte. Hein, ouais. Et il y a plein de recettes intéressantes à développer, à part le manger cru. Hein, et c'est bon que cuisiner. Bon. Oui, on ne peut pas le manger cru. Ah non, mais la confiture, par exemple ? Mais la confiture, tout ce que l'apéritif, etc., avec modération tout le temps, c'est bien. Mais il y a, voilà, un fruit, c'est un fruit à 1000 recettes, on peut adapter plein de recettes différentes. J'en ai sélectionné 3 ou 4 juste pour super, pour faire partager. Voilà. Eh bien, on voit ça tout à l'heure. Jean-Pierre Bertrand, à Rexpo, la chambre. La chambre, j'ai eu l'occasion de connaître la chambre. C'est vrai ? Bah oui, parce qu'elle a eu 70 ans en 2006, si ma mémoire est bonne. Et la chambre m'avait confié un travail pour en faire un livre. Et puis je suis allé rencontrer en fait les fondateurs et puis plein des chefs de service de cette société-là. Et donc voilà. Donc il y a des archives. Ah oui, il y a des belles archives à la Chambre des métiers. Ah oui. Et il y a plein d'archives cinématographiques qu'on a filmé plein de gens. D'accord. Et puis il y a des archives sonores. Ouais, il y a un beau fond. Alors on va justement s'en servir. On fera écouter 2 choses. L'une, on va la visionner aussi. C'est un de ceux qui étaient des fondateurs, le premier trésorier de la Chambre en 1936. On est allé l'enregistrer avec le président de l'époque, Luc Favnec. Il avait 104 ans. Ah oui. 104 ans. Et puis le deuxième témoignage, c'est le fils du premier président, qui s'appelait Thibaudeau, et son fils, c'est Roland Thibaudeau, qu'on avait eu l'occasion d'enregistrer, puis on en profitera pour mettre des images actuelles de la Chambre. Très bien, mais on a hâte de découvrir ça. Philippe Seguin, la Chambre des métiers, on en parle, mais c'est quoi exactement ? Déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir fait remarquer que je gardais la chambre et que malgré tout, je reste en bonne santé. C'est l'enfance éternelle. Tout à fait. Alors, la Chambre de métier, je dirais que c'est un établissement qui a 2 fonctions principales. Une, c'est de représenter les artisans, parce que, comme vous le savez, les artisans, ce sont des petites entreprises qui sont disséminées sur le territoire et qui ont besoin d'une force de représentation à travers
leur organisation professionnelle par métier, mais également d'une manière générale, transversale, auprès des pouvoirs publics, que ce soit le département, la région, l'État, les collectivités, mais également auprès du grand public, faire savoir ce qu'ils sont, quelles sont leurs aspirations, et finalement quel est le poids économique et social, et j'aurai l'occasion d'y revenir, de ce secteur. Et puis une deuxième grande mission, c'est d'être un centre de service au profit de ces petites entreprises. Vous savez, un artisan qui travaille seul ou avec quelques compagnons, il est à la fois le commercial, le gestionnaire, il a plein de casquettes, il est productif, il encadre son personnel, mais il n'a pas toute une série de cadres autour de lui, il n'a pas les services dont il a besoin malgré tout pour mieux appréhender son entreprise, pour la développer, la gérer et faire face à toutes les contraintes techniques, juridiques, fiscales qui peuvent se présenter. Et c'est notre métier d'être ce centre de service auprès duquel il peut s'adresser pour répondre à un maximum de questions, à défaut de répondre à toutes les questions. Ça veut dire que c'est aussi un lieu où les artisans peuvent se retrouver. On disait que ça pouvait être des aventures solitaires, donc c'est peut-être aussi précieux de pouvoir partager et de se rendre compte que les problématiques se posent pour d'autres. Absolument, ça vous apportez un point, un éclairage extrêmement important. L'artisan, c'est quelqu'un qui est en solo et qui a cette culture individuelle, de l'entreprise individuelle, mais qui a besoin effectivement de pouvoir régulièrement échanger avec des collègues, soit de sa profession, soit même d'autres professions, pour partager ses problématiques, pour évacuer aussi. On sait très bien que la parole libère. Et puis, au cours de ces rencontres, de ces échanges, naissent aussi des capacités de travail en commun, des capacités de progrès en commun. C'est une des, j'allais dire, presque un des paradoxes de l'artisanat, d'être un univers de solo, mais qui aussi apprennent à travailler en collectif et qui jouent souvent le collectif, notamment en Vendée. Ah oui, c'est vrai, c'est une spécificité. Tout à fait. Par rapport à d'autres territoires. Tout à fait. Nous sommes le premier département au niveau de la coopération artisanale, et depuis très longtemps. Nous voyons des organisations professionnelles d'artisans extrêmement dynamiques et extrêmement fortes, qui fédèrent beaucoup plus que dans d'autres départements. Et puis on le voit sur les réponses à des appels d'offres, à des mises en concurrence, que la capacité de travail en commun est plus forte, surtout quand on se compare à, y compris des départements de la région. Donc ça, c'est quand même une vraie force du territoire. Absolument, absolument, une force du territoire qui, à mon sens, est issue aussi de notre culture vendéenne, d'une culture aussi où le caractère rural, l'implantation territoriale est extrêmement forte, où les gens se connaissent et ne se considèrent pas systématiquement comme des concurrents, même s'ils le sont, c'est une réalité. Mais on a aussi un niveau d'activité, surtout actuellement, qui fait que on renforce cette capacité de travail en commun parce qu'on se sent plus fort et plus apte à répondre à sa clientèle. Et alors, qui compose la Chambre des métiers ? Alors, ce sont des artisans qui sont élus par leur pairs. Ils sont élus. Pour combien de temps ? Pour 5 ans, pardon, excusez-moi, parce qu'on a un régime qui est évolué. Nous sortons des élections, puisqu'elles ont eu lieu première quinzaine d'octobre. Le dépouillement a eu lieu cette semaine. On est un petit peu déçus, parce qu'on est descendu en dessous des 10% de participation. C'est moitié moins que les précédents scrutins. Je pense que ça reflète ce que l'on connaît, malheureusement, sur la société. La participation On a aussi, comme je vous disais, des artisans qui sont débordés. Étant débordés, ils ne prennent pas forcément le temps pour des tâches annexes. Et puis, on a aussi une évolution de la composition professionnelle, sociologique des artisans, avec notamment la montée de la micro-entreprise, qui fait qu'on a peut-être des professionnels qui se sentent moins proches de nos structures. Et c'est un point sur lequel nous allons travailler avec ardeur. Nous avons, comme je vous le disais, 25 artisans qui sont élus dans notre département, qui sont répartis en commissions territoriales à partir du 1er janvier. Ça, c'est une innovation pour être au plus près du terrain. Et sur ces 25, il y en a 20 qui siègent dans notre établissement public régional, dans cette grande assemblée nantaise.
parce qu'il y a des connexions, régions. Après, est-ce qu'il y a des représentations aussi nationales, genre une grande chambre des métiers française? Tout à fait. Ouais, il y a ça. Nous avons aujourd'hui, toutes les chambres de métiers sont fusionnées au niveau régional. D'accord. Elles ont encore une existence départementale, puisque nous jouons la proximité, mais il y a un établissement public régional et nous avons une représentation nationale, une chambre de métiers de l'artisanat national, que nous appelons CMA France, et qui a ce rôle de représentation de l'artisanat auprès des pouvoirs publics nationaux, mais également d'impulsion d'un certain nombre d'actions du réseau. C'est un soutien donc important pour l'artisanat. C'est aussi, je pense, en termes de formation, de recrutement, est-ce que c'est aussi des points importants d'accroche, d'échange? Tout à fait, puisque quand je vous parlais d'un centre de service, nous avons service aux entreprises de conseil, nous avons des services de formalité pour faciliter toute cette donne administrative, et nous avons aussi un gros pôle de formation, notamment de formation initiale. Comme vous le savez, l'apprentissage est une des valeurs de l'artisanat, une valeur historique, traditionnelle. En Vendée, ce sont 3500 jeunes qui sont en formation par apprentissage dans l'artisanat, avec un centre de formation que nous, Chambre de métier, nous gérons, qui est à peu près 1700 jeunes. L'apprentissage permet de commencer au CAP, mais terminer aussi maintenant avec des bacs plus. Exactement. C'est aussi valorisant pour nos jeunes. Et puis, on a, grâce à ce mode de formation, un taux d'insertion rapide et extrêmement élevé, plus de 80% des jeunes à la fin de leur formation. Et comme vous le savez, nous avons une pénurie de main-d'œuvre qui fait que... c'est pour ça que j'ai posé la question du recrutement. J'en appelle largement, je profite à tous les jeunes qui ont envie d'un avenir dans un des métiers de l'artisanat. Les places sont nombreuses dans tous les secteurs d'activité. L'avenir est florissant. Oui. Et vous constatez une image de l'apprentissage qui est beaucoup plus positive. On a souffert à une époque, c'était pas forcément très très valorisé. Les choses changent. Les choses changent. Alors vous savez, en France, les choses changent dans la durée, lentement. Mais malgré tout, les choses ont changé. Par exemple, très longtemps, l'apprentissage était considéré comme une voie de l'échec. C'est-à-dire qu'un jeune qui n'arrivait pas à faire d'études entrait en apprentissage. Par défaut. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'on voit beaucoup de jeunes qui font le choix d'un mode de formation, parce que l'apprentissage, c'est un mode de formation par alternance. On voit bien aujourd'hui des ingénieurs formés par la voie de l'apprentissage. Donc c'est un mode de formation qui permet de quitter les bancs de l'école traditionnelle pour être en partie en entreprise et en partie dans un centre où on étudie quand même théoriquement et pratiquement ces matières et sa profession. Mais c'est aussi un choix que font un certain nombre de jeunes, y compris diplômés de l'enseignement supérieur, y compris bacheliers, parce que avec un bon niveau de culture générale, ils ont aussi une perspective d'insertion professionnelle et de création d'entreprise. 70% des chefs d'entreprise de l'artisanat vendéen sont issus de l'apprentissage. Ah oui, 70%. Donc c'est considérable. Donc aujourd'hui, c'est une image qui a fortement évolué, qui mérite encore de conquérir quelques lettres de noblesse, mais qui n'est plus considérée comme auparavant, parce qu'on voit bien que c'est une modalité, une technique d'entrée dans le monde du travail avec, en ayant fait ses preuves tout simplement, et en étant intégré, en connaissant le monde du travail de l'intérieur par sa formation. Et du coup, il n'y a pas meilleur ambassadeur que des artisans qui ont été eux-mêmes apprentis. Tout à fait. Et ils en parlent avec, je dirais, avec à la fois émotion, avec passion, parce qu'ils sont convaincus, c'est leur propre richesse, c'est leur propre parcours, et puis parce que je crois que la transmission, c'est une des valeurs traditionnelles de l'artisanat. Donc ils ont envie de partager leur métier, ils ont envie de faire connaître leur passion pour leur métier, mais également pour leur mode d'accession à ce métier. Ça veut dire qu'on est plus large que de père en fils dans l'artisanat ? Oui. De plus en plus ? De plus en plus. Je veux dire, les transmissions familiales sont de moins en moins nombreuses. Pour
diverses raisons, et puis tout simplement parce qu'on a aussi un certain nombre de jeunes qui aspirent à faire autre chose que la tradition familiale. Donc il y a vraiment une ouverture. Par contre, il y a un point qui est important, c'est que, notamment en Vendée, les artisans sont installés sur l'ensemble du territoire. Nous n'avons qu'une seule commune en Vendée qui n'a pas un artisan sur son territoire. Je vous tairai le nom, je ne le dirai pas, il faudra me torturer, je ne parlerai pas. Mais c'est quand même, j'allais dire, un très beau résultat sur l'ensemble de nos communes. Une seule, qui est une petite commune du centre de la Vendée. Déjà des indices. On n'est pas à la fin de l'émission. Donc, toutes les communes vendéennes ont des artisans installés sur leur territoire. Et la proximité donne envie aussi aux jeunes. La proximité, c'est aussi un lieu d'échange, c'est un lieu d'exemplarité. Ça permet de maintenir une vie dans les petites villes et bourgs. Je me tourne vers Jean-Pierre parce que je repense justement à la tradition et notamment à notre tissu urbain qui est très éclaté. Cette proximité fait que la relation entre les jeunes, l'entreprise, les entreprises et les familles est facilitée. Et donc naturellement, comment trouver une entreprise d'accueil ? D'abord, c'est dans son réseau, c'est dans son environnement. Voilà. Puis on verra peut-être que ce réseau, il est aussi protecteur quand on traverse des crises, quand on traverse des périodes comme on a pu traverser ou on traverse actuellement. On en parle dans un instant. Je vous propose une petite pause. Je mets d'avis qu'on va parler du coin avec Jean-Pierre Pouvreau. Le nom du coin. Le nom du coin ? C'est peut-être la même commune. Le coin. Oui, pardon. Le coin. Une spécialité de Châlons, le coin-coin ? Le Châlons est représentatif au niveau du canard, le coin-coin, qu'on peut associer avec d'ailleurs une gelée de coin, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça se marie bien. Alors bon, il faut savoir quand même qu'il y a du coin sauvage, il y a du coin qui a été greffé. Et si on veut faire de la confiture, par exemple, je conseillerais, moi, le coin greffé. Voilà, parce que le coin greffé, on peut mettre la peau est un gélifiant naturel, et donc ça permet de gélifier facilement plein de confitures. On va commencer par les confitures. Alors moi, j'ai un basique, c'était la confiture de coin tomate. Et la gelée de coin, je ne vous donne pas la recette, puisqu'il y en a une multitude avec des méthodes différentes, il suffit de regarder. Mais moi, personnellement, nous, on récupère la pulpe. Ça veut dire qu'on prend le coin, on enlève les noyaux, tous les pépins, et on coupe en petites lamelles tout l'extérieur du coin. Et après, on met l'équivalent, par exemple, en tomates vertes du jardin. C'est la saison aussi des tomates vertes, c'est celles qui restent, qui mûriront pas beaucoup. Et on met à peu près 40% de sucre. On laisse les coins, les tomates une nuit à mariner. Et puis, si on veut, il n'y a pas besoin de mettre d'agar-agar ou de gélifiant, puisque le coin est un gélifiant naturel, et surtout la peau. Quand on met la peau, ça gélifie rapidement. D'accord. Voilà, alors donc on fait cuire comme une confiture classique. Voilà. Après, on prend une petite cuillère en bois. Si la goutte elle tombe dans le fond de l'eau, qu'elle est formée, la confiture est cuite. Ça, c'est l'astuce pour voir si la confiture est cuite. Maintenant. Et puis, moi, cette année, j'ai fait de la confiture coin ananas. Voilà. Alors ça, c'est très très bon, parce que l'ananas a une acidité un petit peu naturelle qui se marie parfaitement avec le coin. Mais comme la tomate, voilà des recettes. Puis on peut mettre un peu de banane si on veut, pareil, avec un pourcentage de 40% de sucre, pas plus. Voilà, c'est le maximum. Et alors, autrement, on en arrive quand même aux versions un petit peu éthylométriques. Voilà. Et donc, alors pour faire de l'apéro du coin, à base de coin, moi je conseillerais de prendre que les coins non greffés. Il faut les trouver. Faut les trouver, mais pour vraiment avoir un goût qui soit consistant, il faut prendre du coin non greffé. Alors c'est pas compliqué, il faut le couper en petits morceaux, les pépins, on met tout, il faut bien les laver. Et puis après, pour 1 kilo de coin, vous mettez 5 litres de vin blanc, 5 à 600 grammes de sucre suivant les goûts, voilà, 1 litre d'eau de vie, une gousse de vanille. Voilà, alors le tout coupé en petits morceaux, et vous laissez mariner ça pendant 2 à 3 mois au frais en brassant régulièrement. Voilà. Et puis après, au bout de 2-3 mois, vous filtrez le tout et vous avez l'apéro du coin qui est fabuleux. Et si on va en faire une liqueur, la méthode est légèrement différente. Là, il faut émincer, il faut tout hacher.
Voilà. Et il faut laisser mariner ça pendant 36 heures à peu près, de façon à ce que le jus sorte naturellement de ce mélange. Et une fois que le jus est sorti, au bout de, il faut au moins 2-3 jours, il faut le presser dans une étamine, voilà, ou alors ce qu'on veut, il faut bien le presser, et on rajoute la même quantité d'eau de vie. D'accord. Voilà, 50-50, c'est pas compliqué. Et ensuite, on rajoute de la cannelle, des clous de girofle, et on sucre à 250 grammes de sucre au litre. Voilà, et on laisse macérer pendant 2 mois et vous aurez la liqueur de coin ou l'apéro du coin. Coin. Voilà. Merci, c'est exposé monsieur. rapide sur le coin. Merci. Vous cognassiez? Eh bien, bien, nous mangez et cognations. buvez maintenant. Merci Jean-Pierre. Eh ben, un Jean-Pierre peut en cacher un autre, puisque sans transition, on va passer à la chronique de Jean-Pierre Bertrand. Oui, en 2006, on avait une belle mission, puisqu'on a fait ça ensemble. Ouais. C'était de rendre hommage à la Chambre, qui venait de se prendre ses 70 ans. Et l'aventure était excellente. D'abord, il y a un très beau fonds d'archives à la Chambre. Et puis, il y avait encore quelques témoins. Au moins un qui avait vécu l'époque. Et puis, les descendants. Les descendants des présidents. J'en avais rencontré 3, je me souviens. Et puis tous les présidents, en fait, je les ai tous... voilà. Et on a fait un beau livre qui a été distribué. Et puis on a fait une soirée remarquable, où je me souviens, ce monsieur de 104 ans était là. Et donc voilà, bien vivant. Hein. La petite anecdote, c'est que le jour où je l'ai appelé au téléphone... Oui. Je lui dis, voilà, je voudrais prendre rendez-vous avec le monsieur, je n'ai plus son nom, qui a vécu... Elle me dit, mais c'est moi, monsieur. Vous êtes dis donc, vous avez... vous ne faites pas à la voix, vous ne faites pas votre âge. Et je lui dis, j'ai essayé déjà plusieurs fois. On me dit, bah, écoutez, moi le matin, je fais mon jardin. Après, je fais un petit tour dans mes rues. Je fais ma petite sieste d'1 quart d'heure et après je refais un petit tour et je refais mon jardin. Pour me trouver, c'est pas facile. Il avait 104 ans, quand même. Extraordinaire. Donc voilà, on va d'abord entendre Roland Thibaudot, qui est donc le fils du premier président de la Chambre, qui nous raconte vraiment les prémices de la Chambre, qu'on va entendre avec des images d'aujourd'hui de la Chambre. On écoute et on regarde. Alors l'investissement pour la création de la Chambre de métier, c'était bien avant. Parce que quand il était maréchal en 1906, il avait été contacté par plusieurs artisans qui étaient à La Roche-sur-Yon. Ils étaient charrons, forgerons, n'importe. Et ils avaient commencé à faire un espèce de petit syndicat. Et de ce syndicat, ils faisaient des cours de perfectionnement. Ils essayaient d'amener de la qualité aux artisans. Même sur ces deniers personnel, il avait fait un genre de petite école d'apprentissage dans son jardin. Il a fait ça comme ça, il a mis un hangar, des enclumes. Sur ses deniers personnels. C'est... Oui, c'est militant, c'est certain. Jean-Pierre. Roland Thibaudot était compagnon du Tour de France quand même. Oui. Ah oui. C'est un maître compagnon, forgeron. Ouais. Maréchal Ferrand, pardon. D'accord. Attention, on ne peut pas se tromper. Bon, là, le second, c'est donc ce centenaire qui nous parle, Luc Favnec et à moi, qui nous raconte justement les débuts de la Chambre de métier. Il était sellier à la Roche-sur-Yon, mais ce qui m'avait impressionné chez ce monsieur, c'est qu'il avait fait son apprentissage à la Roche-sur-Yon, mais qu'il habitait au Luc-sur-Boulogne et qu'il venait à pied des Lucs trouver son patron d'apprentissage à La Roche. Je vous parle d'un temps. Ouais. Intéressant, mais on regarde. À la chambre de commerce, c'était qu'est-ce qu'ils commandaient? C'est pas les commerces, les artisans étaient les plus nombreux, c'est pas eux qui commandaient. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors les artisans ne faisaient rien. Ils suivaient, ils ont dit c'est préférable qu'on fasse quelque chose, les artisans. Et puis on s'est réunis, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis on se réunissait le soir pour préparer,
Puis alors, on était bien avec Delaroche, le secrétaire de la Chambre de commerce. C'est lui qui nous a guidés, au fond. Merci Jean-Pierre. Ben, non, c'est du plaisir, puis c'est de bons souvenirs pour nous, quoi. Oui, j'imagine, parce que vous avez plein d'archives sur... Oui, tout à fait. La Chambre a été créée en 1936, et donc nous avons toutes les archives, y compris le journal qui était diffusé aux artisans depuis cette période, depuis 1938 exactement, et nous avons toute la collection. Tout a été versé aux archives départementales depuis que Jean-Pierre est passé, parce que nous souhaitions protéger, garder des traces de cette mémoire d'une partie de l'activité vendéenne. C'est vrai que le travail de Jean-Pierre a été fondateur pour nous, parce que jamais un travail d'historien n'avait été fourni sur l'artisanat vendéen et pas simplement que l'histoire de la Chambre. Je vous avoue que quand Jean-Pierre m'a appelé en me disant j'ai retrouvé le premier trésorier, je lui ai dit arrête d'abuser de l'eau de vie de coin, parce que je vais dire après. Mais c'était vraiment un instant très riche, parce que on voit bien qu'il y a un océan qui sépare la création de notre structure et l'artisanat des années 30 avec aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de bien retrouver cette notion de tradition que j'évoquais tout à l'heure, d'être ancré sur notre territoire. Et je pense qu'on ne peut bien préparer l'avenir que si on sait d'où on vient. Mais c'est parfois prendre le temps de jeter ce coup d'œil dans le rétro. Absolument. On n'a pas toujours. Et justement, vous faisiez le constat d'un réseau artisanal fort, qui est aussi protecteur en cas de traversée difficile, de crise. Oui, tout à fait. On voit bien qu'il y a une sorte de temporisation, d'amortisseur des crises. On l'a vu, ne serait-ce qu'en 2008, quand la crise économique a touché notre pays, l'artisanat a commencé à ressentir les prémices de cette crise que 2 bonnes années plus tard. Qu'est-ce qui fait cette situation ? Tout simplement parce qu'on est sur des entreprises de proximité. Donc les besoins de proximité, ce sont les besoins des entreprises, mais surtout des populations. Et donc les populations ont besoin toujours de vivre, qu'on leur apporte le service ou les matières dont elles ont besoin, qui sont nécessaires. Et puis on a affaire à des petites structures dont l'adaptabilité est rapide, plus souple. La réactivité est essentielle. On a aussi, il faut dire, une sorte de protection par le chef d'entreprise. Il est très attentif à ses salariés. Il est très attentif à la vie de ceux qui habitent pas très loin de chez lui, avec qui il entretient des relations au quotidien, qu'il voit au quotidien. Et donc, bien souvent, on a des artisans qui prennent sur eux-mêmes, et parfois même sur leur propre denier, pour garder les postes, pour protéger leur entreprise. Il arrive un moment où, effectivement, on est atteint par la crise, mais il y a toujours cette notion d'atténuation, d'amortisseur extrêmement fort, parce que c'est aussi notre culture. On a vu que le tissu était précieux, le tissu artisanal. Tout à fait. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Séguin. Merci à vous, merci pour votre accueil. Et puis, longue vie encore. On se rend compte qu'on a pu traverser l'histoire et qu'il y a encore de belles années. Donc, que l'avenir soit... On a entendu votre appel. Merci à vous. On ne suit toujours pas la commune, mais on va le travailler en émission. Merci les Jean-Pierre. Avec plaisir. On va se dire à bientôt. À bientôt. À bientôt.